Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que je vais vous parler de la série, peut-être d'une de mes séries préférées. Elle se classe facilement dans mon top 5 de séries préférées ever que j'ai jamais vu de toute ma vie. Il s'agit de Prison Break, qui est revenu pour cette saison 5, qui a été diffusée sur M6 et qui vient de s'achever. Et j'avais envie, mais vraiment très envie de vous en parler. J'avais envie de vous en parler quand elle est sortie en VO, mais malheureusement je ne pouvais pas regarder la VO puisque ça fait partie de ces séries telles Stargate que je ne peux pas regarder en VO car je suis tellement habitué, j'aime tellement leur voix en VF que je ne peux pas les regarder en VO. Je sais que ça peut être un drame pour certains, mais voilà, quand on est trop habitué à des voix VF, on peut pas passer à la VO, c'est trop difficile. Surtout quand ce sont des voix qui ont marqué peut-être une partie de ton enfance et de ton adolescence. C'est absolument impossible. J'ai essayé, c'est très très dur. Donc, je l'ai enfin vu. Et je vais enfin vous en parler parce que j'ai tellement de choses à vous dire. Il faut savoir que c'est une série que j'aime tellement. Et quand j'ai appris qu'elle revenait, j'étais comme un dingue, j'étais fou de joie. Mais en même temps, je me suis dit, aïe aïe aïe, pourquoi ça revient? Est-ce qu'il y a vraiment un projet? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau à raconter dans l'univers de Prison Break? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais essayer que la vidéo soit pas trop longue. On va faire une partie, je préviens tout de suite, une partie sans spoil et une partie avec spoiler parce que j'ai des choses à dire. Et des choses à dire, j'ai des coups de gueule énormes sur cette série parce que il s'est passé des choses et je peux vous dire que ça, voilà, ça se passe pas du tout. Je m'en remets pas depuis une semaine. Donc on va essayer de débriefer ça tous ensemble et calmement. Je vais essayer de rester calme jusqu'à la fin de la vidéo. C'est un défi que je me lance aujourd'hui. Et donc on va se retrouver tout de suite après le générique. Donc dans la partie sans spoil, je vais essayer de vous résumer Prison Break. Alors assez simplement, on va essayer d'être simple. En gros, on a deux frères, Michael Scofield et Lincoln Burrows. L'un d'entre eux, Lincoln, a été piégé par, on le découvrira plus tard, par le gouvernement, en tout cas des agents secrets, qui vont le piéger pour qu'il assassine quelqu'un. Et en fait, il ne l'a pas fait, sauf que toutes les vidéos, tout l'incrimine et il est absolument coupable pour tout le monde, et donc il est condamné à mort. Et son frère, croyant en son innocence, puisque Lincoln n'arrête pas de clamer son innocence, et voyant certaines choses qui ne semblent pas normales, et enquêtant un peu de son côté, décide de faire évader son frère de la prison. Donc ça c'est un peu le speech de départ, et ensuite la série s'est vraiment développée. Donc on va essayer d'être simple, c'est que la première saison va nous montrer vers l'évasion. Donc la saison 1 est pour moi une merveille, c'est la meilleure saison d'une série télé, toutes séries confondues, en saison 1. Je ne connais aucune série qui en saison 1 arrive à faire une saison aussi parfaite. J'en ai regardé beaucoup, je regarde énormément de séries, j'en ai regardé déjà plusieurs centaines, et il y a souvent les séries se mettent en place progressivement et elles deviennent de mieux en mieux puisque l'univers s'étend, etc., etc. Là, c'est complètement différent. C'est-à-dire que la première saison a concentré tout ce qu'il y avait de meilleur dans Prison Break, et ça, pour moi, c'est vraiment la meilleure série du monde sur ce point-là. Ensuite, on a la saison 2 avec, on pourrait dire, la fuite et donc la recherche par un enquêteur qui s'appelait Mahone. Et ensuite, la saison 3 où il se retrouve dans une prison, un peu Guantanamo, on pourrait dire, qui s'appelle Sona. Et dans cette saison 3, ils doivent faire évader quelqu'un d'autre, et c'est Michael qui est en prison cette fois-ci. Et dans la saison 4, ils veulent faire tomber le cartel qui est un peu le grand méchant et le grand organisateur de tout ce problème qu'il y a eu avec Lincoln depuis le début de la série. Et donc en fait, ça fait qu'à la partir de la saison 4, et ça, je spoil pas jusqu'ici, Michael meurt à la fin de cette saison 4. Enfin, il meurt en fait dans un film qui a été fait juste après, mais on le voit à la fin de la saison 4 qu'il meurt, et donc on nous annonce une saison 5. Une saison 5 dans laquelle on se dit comment on peut faire une suite à ça. Donc là, on va passer donc là, nous sommes toujours dans la partie sans spoil. Vous allez pouvoir apprécier, donc si jamais vous avez vu les 4 saisons, vous doutez, vous dites comment se fait-il que Michael puisse revenir à la vie comme ça et puisse revenir dans la série. Alors ils nous ont déjà fait le coup avec Sarah, on s'en souvient, avec Sarah qui était décédée à la fin au milieu de la saison 3 et qui était revenue à la vie dans la saison 4, après avec les pressions des gens, etc., et les pressions des fans. Et moi je considère que déjà ça a été la plus grosse erreur de la série télé, puisqu'on ne répond pas aux pressions des fans pas en leur faisant plaisir. Une série n'a pas à faire plaisir à ses fans. Je sais que ça peut paraître complètement dingue ce que je vais vous dire là maintenant, et peut-être que vous allez me dire que je suis complètement fou, mais une série n'a pas à faire plaisir. Si elle fait plaisir, c'est que ça vient du fan service et ça n'a plus aucun intérêt. Justement, moi, une de mes séries préférées, c'est les Sons of Anarchy. C'est peut-être même ma série préférée de tous les temps. C'est pour moi une œuvre complète dans ses saisons
Et elle s'est terminée. Il n'y aura pas de suite, en tout cas il y aura une série dérivée, mais normalement ça ne touchera pas à l'œuvre d'origine, et il n'y aura rien de bougé sur cette œuvre d'origine. Et c'est ça qui est important, parce que en fait, quand une série, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle fait. Elle tue des personnages au moment où il faut, au moment où ça doit faire avancer le scénario. C'est important que ça soit fait. Et même si vous l'adorez ce personnage, et je vais prendre un exemple, c'est que dans ma série des Sons of Anarchy, il y a eu énormément de personnages qui sont morts dans cette série. Je spoilerai pas parce que cette série elle est absolument géniale. Un jour je ferai la vidéo dessus. Je ferai plein de vidéos sur les Sons of Anarchy tellement j'aime cette série. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, on se retrouve dans une série telle Prison Break où vous avez des personnages qui sont pas morts, on comprend plus rien, ils sont revivants, ils nous ont fait le coup avec Kellerman, ils nous ont fait le coup avec Sarah, ils nous font le coup un peu avec tout le monde. Au final, on est un peu perdu. Et ce qui fait que on se dit, il y avait un propos, il y a un vrai propos dans la série, et on pense qu'il y a une ligne qu'ils veulent nous amener quelque part, et en fait, au final, ils ne le font pas. Donc, par exemple, ce qui aurait été normalement, je pense en tout cas l'idée qui est développée à la fin de la saison 3, c'est que Michael, après avoir appris la mort de Sarah, se décide à attaquer le cartel, et c'est ce qui développe la saison 4, saison finale, où un peu tout le monde se retrouve contre le cartel, pour des raisons X ou Y, et en fait, et tout le monde, les histoires de chacun s'entreconnectent, et à la fin, ça finit que tout le monde doit lutter contre le cartel qui a gâché la vie de nombreuses personnes. Et ce qui se passe dans cette série, c'est que dans la fin de Prison Break, on a une très bonne série qui a malheureusement voulu faire plaisir aux fans, a ramené Sarah à la vie, ce qui fait que quand elle est revenue, en fait, la série a perdu tout son sens et a perdu une partie de son ADN. Tout comme aussi quand on finit cette saison 2 aurait pu aussi, la saison 2 aurait pu finir la série. On aurait très bien pu avoir Michael et Lincoln qui s'évadent et quittent et partent sur le bateau et s'en vont. Et je sais que ça aurait fait mal à beaucoup de gens, sauf que la vice-présidente même la présidente des États-Unis avait été tombée, elle était tombée dans l'histoire, donc en fait ils avaient réussi à peu près à tout boucler. Et en fait c'est qu'ils ont voulu continuer dans cette lutte contre le cartel en intégrant des nouveaux personnages tels le général, qui a provoqué que l'histoire s'est complexifiée et peut-être qu'elle était un peu trop complexe. Et dans cette saison 4, on arrive et on a cette lutte contre le cartel et le cartel qui s'effondre à la fin. Sauf que à la fin, Sarah se fait emprisonner et Michael décide d'aller la libérer et malheureusement ne survit pas à sa libération. Et donc nous on arrive dans ce constat-là à la saison 5, c'est qu'on se dit comment on peut avoir une suite et comment on peut retrouver le duo, puisque c'était annoncé que le duo allait se reformer, comment on pouvait se retrouver ce duo alors qu'en plus on l'avait vu mort. Et en fait, je vous le dis, il y a des énormes incohérences dans le scénario. Et c'est dans la partie sans spoil, j'expliquerai ces incohérences dans la partie spoil, je préciserai quand on y sera, mais ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'incohérences dans l'univers de Prison Break. Parce que dans les 4 saisons que nous avions eues avant, même si elles étaient décriées, surtout la saison 4 qui malheureusement n'est pas dans la veine des 3 premières, mais il y avait toujours cette cohérence. L'univers était cohérent, les personnages avaient toujours leur cohérence et ils agissaient toujours par rapport à ce qu'ils faisaient depuis le début. Là, on a un nouveau statu quo et des personnages qui agissaient d'une certaine manière avant n'agissent plus du tout pareil. On peut penser à Synod, on peut penser à Theodore Bagwell, qui sont des personnages que moi j'adore et qui ont absolument sacrifié dans cette saison. À part Synod qui est vraiment un peu remise en lumière, vu que lui était un personnage un peu effacé dans Prison Break. Mais on parlera de T-Bag plus tard, et T-Bag malheureusement est complètement raté cette saison, c'est absolument dramatique. Et pourtant c'est l'un des meilleurs méchants qu'il y a jamais eu dans des séries télé. Mais ils nous l'ont complètement flingué, et je n'ai absolument aucune idée de pourquoi. Et si vous un jour vous avez la réponse, eh ben dites-le moi, parce que c'est un personnage qui est tellement génial, comment on peut décider de flinguer un personnage aussi fort et aussi intéressant. Et donc dans cette partie non spoil, je vais aussi préciser que le méchant est catastrophique. Et donc, je vais vous comparer avec les saisons qu'on a eues avant. Quand vous vous souvenez des saisons qu'on a eues avant, les méchants qu'on avait, on a eu du Theodore Bagwell, on a eu du John Abruzzi, on a eu du Gretchen Morgan, qui est pour moi l'une des meilleures femmes, vraiment une des meilleures actrices que j'ai vues. Ce rôle, elle était géniale dedans. Pour moi, c'est une des super actrices que j'ai vues dans les séries télé. Pour moi, elle est géniale. On avait le général, qui peut considérer comme un méchant. On avait Lechero, si on peut considérer comme ça. Mahone, un petit peu dans son idée, même si c'est pas vraiment un méchant. On peut considérer qu'il y a énormément d'autres méchants aussi un peu secondaires qui ont été développés dans la série. Donc je ne reviendrai pas dessus parce que sinon ça prendrait trop de temps. Mais les méchants avaient toujours cette caractéristique quand même d'être assez charismatiques, de jouer bien et d'être vraiment très intéressants, avoir vraiment une profondeur, une noirceur, quelque chose de très intéressant. Et ils n'étaient pas simplement méchants,
sans qu'on comprenne pourquoi. Et là, le méchant qu'ils ont choisi est un méchant qui a une tête de gentil. On lui donne le bon Dieu sans confession. Et il me fait beaucoup penser, alors pour ceux qui se souviennent, de Kellerman. Kellerman qui était le grand méchant empoisonnant de la saison 1, et qui était un truand et suicidait des gens. Et il était avec son ami, qui était son collègue, qui s'appelait Danny. Et lui, Danny, il avait la tête du gentil. Et étonnamment, il finit par être gentil et à se retourner contre son organisation. Et donc, cet homme, ils ont choisi un méchant qui a un peu la tête de Danny, qui est tout gentil, qui a l'air tout... Et en fait, alors il y en a qui pourraient me dire, oui mais c'était fait exprès pour tromper les gens et pour faire en sorte qu'il n'y ait pas, qu'on ne devine pas que c'est lui le méchant. Sauf qu'en fait, c'était un scénario complètement pourri, et en fait, le méchant n'a aucune profondeur. On comprend pas forcément... On comprend ses objectifs, mais en fait, vu qu'on a que 8 épisodes, 9 épisodes, pardon, on n'a pas vraiment de profondeur dans ce personnage. Et ce personnage, il avance, il se crée des choses, mais en réalité, il se passe rien. Et plus t'avances, plus il se passe rien. Donc la série développe des choses, et le méchant se dévoile de petit à petit, et après quelques épisodes, on arrive enfin à mettre la main dessus et à mettre son identité. Et en fait, quand on le dévoile, en fait, ça tombe complètement à plat. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a deux parties dans la saison. Il y a vraiment une première partie où tu as une montée en puissance à travers, voilà, je ne vous le cache pas, puisqu'on le voit dans les vidéos de promo, etc. Michael va devoir s'évader d'une nouvelle prison. Et jusqu'à en fait cette évasion réussie, etc., il y a vraiment une montée en puissance très intéressante, surtout qu'en plus ça se passe au Moyen-Orient, donc assez intéressant, au Yémen, enfin vraiment, et puis une zone de guerre, je trouvais que c'était plutôt passionnant ce qui se passait. Et puis plus on a avancé, plus l'histoire n'avait ni queue ni tête, et plus on ne s'attachait à personne. Ce que je pourrais vous dire aussi, c'est que par contre, il y a plusieurs bons points dans cette saison qui m'ont fait au moins rester jusqu'au bout. C'est que déjà, franchement, il y a toujours cette tension. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut qu'elle y soit. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette tension dans les évasions, même dans les moments après l'évasion, où ça peut tout mal tourner à n'importe quel moment, etc. C'est Prison Break. Pour moi, Prison Break, c'est une série où il y a beaucoup de tension. C'est pas une série où il y a beaucoup de retournements, etc. Pour moi, c'est une série vraiment juste où il y a vraiment beaucoup de tension. Et c'est ce qui m'a fait rester dans la série. À chaque fois, je voulais des nouveaux épisodes, et qu'à chaque fois tu finis l'épisode, tu dis mais qu'est-ce qui va leur arriver? Qu'est-ce qui va leur arriver? Et ça, d'ailleurs, dans la saison 4, c'est un petit peu moins le cas. Et c'est pour ça qu'elle est moins aimée. Parce que c'est moins. Il y a moins de tension. Et pareil pour la saison 3, mais ça, c'est à cause de la grève des scénaristes. Parce que si ça avait eu 22 épisodes, je pense qu'il y aurait eu plus de tension. Parce qu'ils auraient pu faire beaucoup plus de moments vraiment de tension. Et c'est un peu dommage. Ça, je pense que la grève des scénaristes a un peu tué cette saison 3 de Prison Break. J'en démords pas. Je pense que si on avait eu une vraie saison de 22 épisodes, on aurait vraiment eu quelque chose de top. Et quelque chose qui aurait, je pense, apporté plus encore à l'univers de Prison Break. Ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi. Mais revenons à cette saison 5 qui, alors, essaye de poser des bases, essaye de poser des nouvelles bases. D'ailleurs, le premier épisode est complètement pourri, je vous le dis tout de suite, c'est une catastrophe. En fait, il essaie de poser des bases. Et en gros, on te dit Michael est en vie, on va aller le chercher, et voilà. Et il se passe que ça pendant l'épisode. C'est d'une longueur absolue. Et je pense que tout un épisode pour faire ça, c'était peut-être un peu long. Parce que, on se dit tout ça pour ça. Mais après, ce premier épisode qui est un petit peu lent, mais qui a un peu servi à repositionner un peu tous les personnages, chacun dans leur vie. Qu'est-ce que font chacun de personnage depuis la fin de Prison Break? Qu'est-ce qui est devenu Sarah? Qu'est-ce qui est devenu T-Bag? Qu'est-ce qui est devenu Lincoln? Qu'est-ce qui est devenu Sucré? Qu'est-ce qui est devenu Sinat? Etc. etc. Qu'est-ce qui est devenu... voilà, tous les personnages qu'on avait pu rencontrer, et même des nouveaux personnages qui sont intégrés. On place un peu tout le monde. Sauf qu'on place un peu tout le monde, mais bon, est-ce qu'on avait besoin d'autant de temps pour placer tout le monde? Je suis pas certain. Donc c'est pour ça que je suis très surpris, vraiment très surpris que le premier épisode était un peu moyen. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles l'audience aux États-Unis n'a pas suivi. Puisque nous, en fait, en France, on a eu 3 épisodes d'un coup chaque soir. Donc on n'a pas eu le temps de voir qu'en fait ce premier épisode était un peu poussif. Parce que direct derrière, on a eu boum, le deuxième qui arrive. Et là, on a fait ah oui, d'accord. Là, ça s'est déclenché tout de suite. Et après, la saison 3, le troisième est absolument génial. Et après, les 4, 5, 6 sont fabuleux. Je pense que c'est les meilleurs épisodes de la série. De cette saison en tout cas. Et je considère que vraiment, il y a eu une montée en puissance jusqu'à cet épisode 6, et ensuite, la dernière soirée, parce que nous c'est divisé par salve de 3 épisodes, la dernière salve était catastrophique, puisque ça s'est effondré, le scénario s'est effondré sur lui-même, et avec plus aucune surprise, plus aucun suspense, plus aucune tension, tout s'est effondré. Et en fait, on a vraiment eu cette montée en puissance, et c'est pour ça que la série, j'ai dit, ah, je retrouve mon Prison Break, et ensuite ça s'est effondré progressivement. D'ailleurs, toujours dans la partie non-spoil, je peux vous dire que cette série complète Prison Break, mais je trouve qu'il y a énormément d'incohérences. Et c'est vrai que rajouter une nouvelle saison pour créer des incohérences,
je suis pas fan. Et je pense que c'est quelque chose qui va vraiment peiner la série dans l'avenir, parce que quand on regardera l'intégrale de la série, qu'on ira jusqu'à la saison 5, ils ont voulu compléter, estimant qu'il y avait besoin de compléter des trous, et en fait je pense qu'il n'y en a pas besoin. Et ils ont complété des trous là où il n'y en avait pas besoin. C'est-à-dire, on aurait une suite pour Stargate Universe. Je pense que cette série, pour ceux qui l'auraient vu, Stargate Universe se termine sur un cliffhanger de malade mental. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui est arrivé à l'équipage de Stargate Universe. On n'a aucune idée. On n'a aucune info et ça se termine comme ça, point à la ligne. On n'a rien, on n'a pas d'infos et on n'a jamais eu d'informations sur ce qui allait se passer à la fin. Ça mériterait une suite parce que parce qu'il y a énormément de points à éclaircir. On nous a laissé en plan, vraiment. Dans Prison Break, on nous a pas laissé en plan. Justement, je prendrai cet exemple aussi vraiment, mais je l'ai pris depuis le début. Mais les Sons of Anarchy, quand la série se termine, elle se termine peut-être pas comme vous l'avez voulu, mais elle se termine. Et au moins, vous avez une fin telle que l'auteur l'avait voulu, telle que le scénariste l'avait voulu. Voilà, il y a vraiment un accomplissement. Là, on se dirait que, oh bah tiens, j'avais fini ma série, mais en fait, bon, il y a du pognon en jeu, on va remettre des gens, on va essayer de ressusciter celui-là, parce que bon, hein, on va voir comment on peut faire ça, on va le ressusciter un peu à la zob, on va récupérer tout le monde, ah bah tiens, celui-ci, oh merde, je l'avais mis quelque part par là, ah bah attendez, je vais le ramener, je sais pas trop comment, mais je vais le ramener, et en fait, au final, ça crée d'énormes incohérences, qui font que le scénario tient un peu debout, mais il est bancal. C'est-à-dire que ça tient. Franchement, vous regardez le scénario du début jusqu'à la fin, vous dites ça va, ça passe. Mais quand vous regardez dans le détail ce qui est dit dans le scénario, vous vous dites aïe. À plusieurs endroits, on se dit aïe. Et ça, c'est un gros problème dans les séries télé. Parce que dans une série télé, on ne peut pas avoir des moments où on se dit qu'est-ce qui se passe. Aïe. J'ai une scène qui ne fonctionne pas. J'ai une scène qui ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe. Et donc ça, c'est un gros problème. Mais et surtout parce que cette série, moi j'en suis un très très grand fan, hein, j'ai tout en DVD, et pour moi c'est vraiment la série préférée, comme je le dis, dans mon top 5 de séries préférées que j'ai jamais vu de ma vie, donc c'est vraiment génial, et je le précise, pour moi, j'en attendais beaucoup, et j'avais essayé de me dire, bon, de toute façon, si on fait pas ça pour l'argent, donc essaye de rester calme, etc. Mais quand on dénature l'œuvre d'origine, c'est quelque chose qui peut qui peut vraiment m'énerver. Et ça, j'espère que ça ne se bah, que quand vous allez regarder la série, bah, il faudra abaisser votre niveau de critères parce que sinon vous allez vraiment vous énerver tel que moi. Et si je vais terminer cette partie non spoil en expliquant que par contre la partie sur le Moyen-Orient était excellente. J'ai trouvé que ça avait apporté quelque chose d'un œil neuf sur Prison Break et que le côté on s'évade toujours d'une prison avait été vraiment rénové avec un nouvel objectif, quelque chose de différent. Et ça, je trouve que c'est la meilleure partie du scénario parce que le scénario est intéressant et utile. Et là, je pense qu'il y a vraiment un super scénario dans le début. Et en fait, à la fin, on se dirait comme un peu dans Prison Break, dans les 4 saisons, quand ça se termine, on se dit, bah tiens, comment on va terminer la série. Et là, là la personne te regarde, dit, bah allez, on va terminer ça comme ça, pam, pam, pam. Et en fait, ça tombe comme un cheveu sur la soupe et on se dit, c'est tout. Et oui, c'est tout. Et il n'y a pas de scénario à tiroir, il n'y a pas de scénario compliqué, pas de scénario avec double, triple, quadruple méchant. C'est un scénario assez simple, simpliste. C'est-à-dire que si jamais, franchement, moi j'avais fait plusieurs théories, j'aurais aimé faire des vidéos de théories sur cette série, mais malheureusement, bah, vu que je la regardais pas en VO, sinon j'aurais fait plein de théories, parce que mes théories étaient meilleures que ce qu'on a eu à la fin. Parce qu'à la fin, c'était tellement simple, tellement simpliste, que c'était assez bas de gamme. Et Prison Break n'a jamais été une série bas de gamme, et c'est quand même dommage. Et donc maintenant on va passer à la partie. Et donc pour faire un bilan, d'abord, c'est que la saison a été très décevante, mais il y a eu des choses de satisfaction. Mais sauf que, donc il y a eu de très bons épisodes, et qui je pense vraiment, si vous aimez Prison Break, vous allez prendre votre pied. Je pense à cet épisode là, les 3, 4, 5, 6, vraiment, on enchaîne. Moi je peux les enchaîner tellement il y a de la tension, ça va vite, il se passe plein de choses. Par contre, bah, la fin ne tient pas la route, et malheureusement, bah, et d'ailleurs, la question qui est posée, et voilà, c'est par ça que je terminerai, est-ce qu'on peut avoir une nouvelle saison? On sait que bah, il voudrait en avoir une autre. Si c'est pour avoir aucun but, juste pour faire une nouvelle saison, je suis pas certain. Et il y en a qui me diraient, oui, mais au moins ça fait toujours plaisir de revoir les deux frères. Alors il faut savoir que les deux frères jouent dans la série Legend of Tomorrow et jouent dans la série Flash ensemble. Donc moi forcément, ça m'avait pas manqué d'avoir cette relation des deux ensemble, puisque je les voyais régulièrement. Donc c'est juste les deux personnages ensemble qui sont revenus. Sauf que le problème, c'est qu'en fait, s'ils reviennent pour des raisons bancales, franchement, moi ça me plaît pas. Donc maintenant, on va passer à la partie spoiler. Donc si vous n'avez pas vu la saison 5 et que vous ne voulez pas vous faire spoiler, quittez la vidéo maintenant
et revenez la voir plus tard, hein, si jamais vous voulez la voir et avoir mon avis un peu plus détaillé sur quelques points un peu compliqués. Et comme ça, j'ai prévenu tout le monde. Maintenant, on va passer à la partie spoil. Donc, comme je l'ai dit, maintenant, on a la partie spoil. Donc, on va pouvoir spoiler quand même beaucoup. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que ce méchant de merde? Problème. Déjà, on arrive. Le gars, il se marie avec Sarah Tancredi. Et derrière, c'est lui le grand méchant de l'histoire. Ah mais alors là, je peux vous dire que j'en tombais ma chaise. J'ai dit, c'est pas possible. Comment on peut avoir une série qui décide de faire de ce méchant un méchant random au possible, avec aucune personnalité? Il est débarqué comme ça. Pam, il tombe du ciel. C'est le grand méchant de l'histoire. Et surtout, aucun développement. On ne sait pas. Il a jamais précisé, j'ai jamais précisé pourquoi c'est le grand méchant. Pourquoi il fait tout ça? On a l'impression que c'est juste un gars, il est aigri, c'est un gars de la CIA, il a été, oh putain, il en a marre, machin. Il décide de trucider des gens, il décide de machin, bam bam bam. Il n'y a pas vraiment d'explication. Et les explications tiennent pas la route parce qu'on te dit, oh, on va les libérer l'islamiste là-bas, bah, parce que très bien, comme ça foutra le bordel dans le pays. Il n'y a pas d'objectif. Pas d'objectif. Le gars, on comprend pas vraiment les projets qu'il a à part déstabiliser le pays, nanana. Ça n'a aucun sens. Et puis le scénario avait aucun sens. Pourquoi après se marier avec Sarah Enfin, ça n'avait aucun sens. Et après il dit non, mais c'était pour avoir un œil sur la famille, etc. Alors oui, on peut considérer ça comme un argument valable. Mais moi j'ai envie de te dire, ça n'a absolument aucun intérêt. Parce que vous arrivez, vous dites, vous êtes un grand méchant, et puis là, ce qui aurait été intéressant, c'est qu'il tue l'un des membres de sa famille, ou j'en sais rien, mais là il se passe rien. Il se passe rien, et ce méchant en plus c'est pas du tout charismatique. Je trouve qu'il a une tête de gentil. Ce qu'il fait, franchement, il y a quasiment rien de méchant dans ce qu'il fait. À part, voilà, il essaie de sauver la vie à la fin, etc. Mais en fait, il fait plus. Quand on voit après, quand à partir du moment où il a quitté le Moyen-Orient, en fait, le chapiteau s'écroule, et l'autre, on voit qu'il a plus de projet, il a plus de plan. La seule chose qu'il fait, c'est il fuit Michael, c'est tout. Mais tout ça se passe comme ça, ce truc, c'est pas possible. Le gars, normalement, il est super puissant, c'est un être au-dessus de toute limite, au-dessus de toute loi, introuvable, incalculable, nanana. Oh, c'est nul. Après aussi, alors, par contre, ce qui était vachement bien, c'était le piège qui lui a tendu à la fin pour le faire faire comprendre que c'était lui qui avait vraiment tué le gars. Franchement, il était super bien fait. J'ai trouvé que c'était génial. Et ça, je m'y attendais pas du tout. Et ça, je veux dire, c'est le bon point de la série. C'est pour ça que j'ai terminé sur une bonne note. Parce que ça, j'ai dit, ah, mais qu'est-ce que c'était bien. Franchement, c'était génial. Et d'ailleurs, le truc sur les tatouages était aussi plutôt très impressionnant. Et avec l'ouverture de la porte, je trouvais que c'était absolument génial. Et ça, vraiment, c'est à mettre au crédit de la série. Parce que, comme je le dis, il y a des bonnes choses à reprendre. Et il y a des très mauvaises choses. Mais ça fait vraiment partie des très bons points. Et maintenant, on va parler de la partie difficile, la partie qui va m'énerver. C'est que déjà, Theodore Bagwell, énorme incohérence. Énorme incohérence. J'espère que vous allez bien m'entendre. Écoutez bien. Theodore Bagwell, dans la saison 2 de Prison Break, précise, et c'est lui qui le dit, il le dit, je n'aurai jamais la possibilité d'avoir d'enfants, il n'y aura jamais plus de Bagwell sur la Terre. Il le dit à sa très chère et tendre femme là, qui veut draguer depuis la saison 2 et il séquestre sa famille. Et justement, c'est ce qu'il dit précise, il veut mettre fin à cette famille de Bagwell, de dégénérés, et en établir une nouvelle avec voilà, de nouveaux enfants qui eux n'ont pas ce gène Bagwell déficient, ce gène un peu maudit, comme il le dit. Et ben là, Bagwell a un enfant. Et alors là, j'ai fait, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Et là, en plus, c'est pas expliqué. On dit juste, non mais le gars il couchait avec une gonzesse, et puis maintenant Michael et l'autre ils l'ont retrouvé, comme ça. Le gars il est tombé du ciel, hein. Hop, ah bah tiens on a trouvé, il y a un fils de Bagwell. Ah ouais? Comment vous avez trouvé ça vous? Ah bah... Le gars il peut pas avoir d'enfant, d'un seul coup, boum, il y a un enfant qui tombe, on n'en a jamais entendu parler, on n'a jamais entendu parler de cette femme, on sait jamais d'où il vient, et là, boum, il y a un enfant de Bagwell. Mais impossible, vraiment, mais quand j'ai vu ça, moi ça m'a vrillé la série. J'ai dit c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ce scénario de merde qui est en train de gâcher le personnage. Après derrière, alors là c'est scandale absolu. On a un Michael Scofield qui est recherché dans tous les pays du monde, mais dans tous les pays du monde. Je vais revenir sur Bagwell après, je vous le dis tout de suite, là je vais essayer de rester calme, mais attention, franchement j'étais saoulé.
Vous avez donc Michael Scofield qui est recherché par toutes les prisons du monde, comme quoi c'est plus Michael Scofield, c'est Kanye Lutis. Et là, vous voyez sa photo. Vous savez que Michael Scofield, il est apparu à la télévision, dans la saison 2, dans le premier épisode. Mahone, il montre tous les visages, tous les prisonniers. Et dans la saison 4, ils sont encore arrêtés, et on voit, ils font les images des télévisions parce que ils les ont tellement cherchés pendant longtemps, quand c'est quand même une évasion qui a marqué le pays. Il faut s'en rendre compte. Donc, quand le gars, il sort de prison, il revient, là, il disparaît totalement, et là, t'as ton image du gars qui s'appelle Kanye Lutis, et d'un seul coup il ressort et personne ne remarque que c'est Michael Scofield et que c'est un grand terroriste, je ne comprends pas. C'est absolument dingue qu'il n'y ait pas à un moment quelqu'un qui ait dit ah bah non c'est Michael Scofield. Parce que même si on l'a effacé de tous les registres, etc., sa photo a été placardée de partout. Et il a fallu que ce soit Michael qui envoie un truc à T-Bag pour faire voir qu'il était en vie. Bref, scénario complètement incohérent qui n'a absolument aucun sens. Et alors là je termine avec le pire, c'est Bagwell. Je ne suis pas capable de vous expliquer comment il est sorti de prison. Et si vous avez la réponse, dites-le moi en commentaire parce que j'ai hâte de la savoir. Vraiment, s'il vous plaît, si jamais vous pouvez me répondre pourquoi et comment Bagwell est sorti de prison. Si vous me dites que c'est Michael qui l'a fait sortir de prison, là je vais m'énerver. Parce que Michael, en prison au Yémen, au fin fond du Yémen, peut faire sortir un violeur, assassin, meurtrier de prison. Sans aucun problème. Et là on va me dire, non mais en fait, c'est le grand méchant qui l'a fait sortir. Ah oui, donc d'accord, donc le grand méchant, Poséidon, l'a fait sortir pour qu'en fait il finisse par le lutter contre lui. Où est la cohérence? Parce que Bagwell est sorti de prison, il sort de prison, et il se balade, il a aucune mission, aucun objectif, d'ailleurs c'est un personnage qui est complètement raté de cette saison parce qu'on sait pas ce qu'il fait, aucun objectif, il a juste, on dirait qu'on lui a donné des indices, il cherche, mais il n'y a rien quoi, enfin je veux dire, il sort de prison et il cherche pourquoi il est sorti de prison. Nullissime, mais vraiment catastrophique. Et donc Bagwell, c'est un personnage. Est-ce qu'on avait besoin de lui redonner une main? On lui trouve une main bionique, etc. On lui met la main. Et qui c'est qui paye tout ça? C'est pas précisé. C'est pas précisé. J'ai vérifié 2 fois. C'est absolument pas précisé. À la fin de la série, on n'a absolument aucune idée de qui a fait sortir Bagwell. Et d'après ce qu'on comprend, c'est Michael. D'après ce qu'on comprend, c'est Michael. Je précise, mais je mets des énormes guillemets. Mais d'après ce qu'on comprend, c'est Michael qui l'a fait sortir de prison pour qu'ensuite il puisse tuer Poséidon. Mais comment Michael peut faire sortir quelqu'un de prison, un violeur invétéré, enfin, c'est incohérent total. Vous imaginez par exemple, il y a un grand violeur qui finit par sortir, qui est fait sur toutes les télés. Mais breaking news sur toutes les chaînes, on vous précise, on vous dit qu'est-ce qui se passe. Il y a un homme qui est sorti de prison, un violeur, un machin, un connard qui est sorti de prison. Complètement incohérent. En fait, ça m'a tellement énervé que ça m'a gâché les bonnes choses de la fin, comme je l'ai dit, par exemple le piège, etc., qui était vraiment génial, mais c'est ce qui m'a sauvé un peu, parce que sinon j'étais en dépression totale, puisque la fin était complètement nullissime, parce que là, ce fils de Bagwell qui arrive, boum, et là, décède, mais comme si on l'avait pas vu venir du tout, on l'a vu venir, mais à 200 à l'heure, mais vraiment, je l'ai vu venir, il y a 3 épisodes qu'il allait décéder, le garçon, je l'ai vu venir à 3 épisodes, et surtout que Michael arrêtait pas de nous dire, bah alors là, moi, je crois que je tapais un scandale, il arrêtait pas de nous dire, t'es ma pièce maîtresse, t'es ma pièce maîtresse, t'es ma pièce maîtresse. Mais en quoi c'est sa pièce maîtresse, le gars? Le Bagwell, mais en quoi je veux dire, le gars, il arrive, il aide Michael, puis ensuite, t'as l'impression que Bagwell, il rentre dans l'histoire de Poséidon, et on sait pas pourquoi, c'est pas justifié, et c'est pas expliqué. Et il rentre dans cette histoire, comme ça, allez hop, Osef, oh vous allez tuer quelqu'un là, vous allez essayer de capturer Poséidon? Je vais vous donner un petit coup de main. Et pourquoi tu veux faire ça? Oh, j'en sais rien, moi. Il va pas le faire. Bagwell, c'est quelqu'un d'égoïste, c'est quelqu'un qui pense qu'à lui. Bagwell, on s'en souvient dans la saison 4, et même dans toutes les saisons dans lesquelles il a participé, mais c'est quelqu'un qui pensait à son bonheur personnel. Par exemple, quand il arrive et qu'il devient une sorte de mania de la finance, etc., et qu'il arrive à bien performer dans son secteur, et qu'il est super content, etc., d'avoir cette nouvelle identité, il pense qu'à lui, il pense plus à Theodore Bagwell, il pense plus aux autres prisonniers, il pense plus à l'argent, il pense plus à tout à tout ce qu'on lui demande. Là, il arrive, on dirait qu'il est redevenu un personnage random. Ils ont vraiment annihilé le truc. Et c'est vrai que l'avoir fait sortir de prison comme ça, j'ai absolument rien compris. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pas compris, parce que si vous avez la réponse, je vous somme de me dire en commentaire comment vous expliquez qu'un violeur comme Bagwell puisse être sorti. C'est impossible. Et surtout, que d'après ce qu'on comprend, mais moi franchement j'ai rien, je pense que c'est une bourde, mais bon. Kellerman n'avait en fait pas le pouvoir de gracier tout le monde. Et là, mon cerveau, il a fait... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi
Alors pourquoi les autres peuvent se balader comme ça? Michael, en fait, il vient chercher Michael, il lui dit oh, en fait, vous n'êtes pas du tout en liberté. C'est-à-dire que les gars, ils étaient en liberté depuis toujours, enfin depuis quelques, parce que quand il arrive là avec l'affaire de Sarah qui finit en prison, ça arrive pas tout de suite, donc je comprends pas, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Et je considère que Michael, bah, en fait, il y a un scénario qui n'a aucune logique et aucun intérêt, ce qui fait qu'à la fin, bah, le méchant il crève, on en a rien à foutre, et par contre ils nous ont flingué Kellerman, mais d'une manière complètement random, qui servait à que dalle. Par exemple, Kellerman. Alors, la chose à quoi il nous sert, Kellerman, c'est de nous dire que Poséidon est un grand agent secret et qu'on n'arrive pas à le trouver. Oh, 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 t'arrives pas à le trouver, le gars? Le gars, c'est le mari de Sarah et vous n'arrivez pas à le trouver. Non, mais attends, ça n'avait aucun sens. De toute façon, cette série n'avait aucun sens. Et c'est vraiment dommage parce qu'en plus, là, comme je le dis, le truc au Moyen-Orient, c'était génial, c'était ouf. Et ça, je le dis, l'évasion, pardon. Ah oui, on va parler de l'évasion. Ah, ça, je n'en ai pas parlé encore, on va parler de l'évasion. Alors, l'évasion, dans le deuxième épisode, il y a une tentative d'évasion. En fait, ils vont sur le toit. Et alors là, je peux vous dire que pour s'évader de cette prison, c'est un vrai gruyère. Tu montes dans un conduit et tu vas dehors. Et là, t'attends que les lumières s'éteignent et tu sors. Mais en fait, j'ai dit, mais putain, mais c'est quoi cette évasion de merde? Mais c'est incroyable. Donc là, j'étais sûr que ça n'allait pas marcher. Re-évasion. Parce que là, la première évasion, la lumière ne s'éteint pas, donc ils peuvent pas passer, donc ils peuvent pas sortir. Et dans la deuxième, la lumière finit quand même par s'éteindre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Michael qui s'arrête, il s'assoit, et puis là, il se lève d'un coup et il lève les mains en l'air. Là, moi, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Et alors là, j'ai cherché, mais j'arrive toujours pas à mettre la main sur la cohérence de ce plan. Il arrive. Il a abandonné le petit jeune là-bas, là, le petit jeune machin, boum boum, il tombe. Moi je me dis, alors moi c'était ma grande théorie, c'est qu'il s'était fait capturer exprès, qu'en fait ce plan il était fait pour rater, pour après aller chercher le Abu Ramal qui était en prison, puisque lui il n'avait pas pu l'emmener, pour aller le chercher, puisqu'il faisait croire en fait qu'il n'allait pas le chercher, puis au final il a fait croire qu'il allait le chercher, etc., etc. En plus ça aurait pu être un scénario beaucoup plus compliqué, où en fait Michael était obligé de le faire sortir, pour pouvoir ensuite profiter de son réseau, pouvoir sortir un peu comme il avait fait avec John Abruzzi, voilà, dans le style, dans l'idée. Sauf qu'en fait, et donc en plus ils auraient pu jouer un rôle avec Abu Ramal qui aurait pu faire croire que Michael était en fait un ennemi de l'État islamique. Et en fait c'était toujours un allié, etc., etc. Un scénario beaucoup plus complexe que ce qu'il était. Et en fait le scénario était d'une simplicité. Michael en fait il voulait pas faire sortir Abu Ramal. Donc là boum il se fait capturer. Vraiment l'évasion la plus pourrie de tous les temps. Il arrive oh bah excusez-moi je suis monté dans la chenot là. Je suis dehors. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah pardon, excusez-moi, on va rentrer. Excusez-moi, je m'en vais. Et là il va dans l'isolement. Et là on nous dit ah au fait dans l'isolement, ça fait 4 ans que t'es dedans, etc. etc. Bah oui, en fait j'ai prévu le coup quand même, hein. Ça fait 4 ans que j'étais dedans, j'ai prévu un truc pour m'évader. Sauf que le problème c'est que le connard d'en face, il voulait pas s'évader avec moi l'autre fois. Donc cette fois-ci, à Bouramal, on va s'évader ensemble. Ça n'avait aucun sens. Et après on s'évade, et puis là on monte sur les murs et on sort. Et là, par contre, il n'y a plus la question de la lumière, nanana. Non, non, oula, c'est complètement oublié, ça on s'en fout. Hein, on sort parce que maintenant c'est l'état de guerre, les gens sont en train de rentrer, la prison est ouverte de tous les côtés, tatati tata. En fait, ça n'avait plus aucun sens, et l'évasion en elle-même était complètement catastrophique. Même s'il y avait beaucoup de tension, je trouvais que même l'évasion était en tension, je trouvais que l'évasion était très réussie, mais ça n'a rien à voir avec les évasions quand même de Prison Break, parce que les évasions de Prison Break, elles sont d'habitude beaucoup plus complexes quand vous regardez. Quand vous regardez. L'évasion de la saison 3, qui est beaucoup décriée, la première, c'est juste avec le soleil. Normal, elle rate. Elle rate parce que l'évasion était trop simple en fait, limite. Donc en fait, elle était faite pour rater. La deuxième, elle est hyper compliquée. Il passe par un tunnel, il sort, et là on te dit ah bah c'est bon, ils vont accéder au grillage. Non, en fait, ils font attraper des gens et ensuite ils passent sous les voitures pour sortir. Le scénario est plus compliqué. Et ben là, en fait, le scénario était d'une simplicité. Ça, enfin, je veux dire, moi je l'ai tout de suite compris que l'évasion, elle allait se produire dans l'isolement. J'étais sûr que ça allait se produire comme ça. Puisque il sort de l'isolement et on te dit oh Michael, t'as passé beaucoup de temps à l'isolement. Oh, t'as passé beaucoup de temps à l'isolement, toi. Et t'as rien foutu pendant 4 ans. Et d'ailleurs, c'est pareil. Et ça aussi, c'est un peu une incohérence. Michael serait resté 4 ans. 4 ans en prison à attendre que la lumière s'éteigne. Oh, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est-à-dire que ça fait 4 ans qu'il l'a. 4 ans dans une prison. Alors, ils vont me dire, c'est une prison au Yémen, donc beaucoup plus dangereuse, etc. etc. Si vous voulez, hein, si ça vous arrange de dire ça, tant mieux. Mais le gars, ça
ça fait 4 ans qu'il est en prison au Yémen, et ça fait 4 ans, ça veut dire qu'il attend que la lumière s'éteigne. Ah ouais, ça fait 4 ans. Ah ben, beau résultat, hein, bah j'espère qu'ils vont avoir une coupure de courant avant 10 ans, hein, parce que si t'as fait 10 ans que t'attends que le courant s'éteigne, eh ben faut pas te presser, hein. En fait, ça tient pas debout. Ça tient pas debout. Surtout qu'en plus, quand on comprend qu'il est missionné par Poséidon pour faire ça, parce qu'on comprend. Et moi, je suis Poséidon, je prépare le truc. Je prépare qu'en fait, il suffit d'avoir la lumière qui s'éteint. Donc, je contacte Poséidon. Poséidon le fait. Vu qu'il est omnipotent, ils l'ont fait en sorte de dieu vivant sur Terre. Il y a moyen de régler ça. Enfin, en fait, ce qui est vraiment dommage dans cette saison, c'est que le scénario n'a aucun sens, le méchant n'a pas de logique, donc toi t'arrives pas à suivre, puisque t'arrives pas à suivre où est-ce qu'il va le gars, donc vu que tu peux pas comprendre, t'arrives, tu dis bah qu'est-ce qui se passe monsieur, bah en fait ça peut pas comprendre, et l'évasion n'était pas assez spectaculaire pour moi. C'est la suite, la cavale était géniale, je le dis, la cavale au Moyen-Orient, pour moi c'était ouf, la tension partout, enfin, c'était génial, il y avait on attendait qu'il y ait des morts un peu de partout, j'étais en tension, je me disais est-ce qu'il va y avoir un mort là, est-ce qu'il va y avoir un mort là, c'était génial. Là pour moi c'était ouf. Et voilà, et c'est ce que je voulais dire, je pense que j'ai à peu près tout dit. Et c'est pour ça que cette saison est un peu une grande déception sans me décevoir totalement, parce que je trouve que le propos était intéressant, le côté à ramener au Moyen-Orient, le côté de vouloir expliquer pourquoi Sarah s'était retrouvée en prison, c'était intéressant, c'était intéressant. Mais le fait de l'avoir expliqué a créé des incohérences avec Bagwell et avec le rôle de Michael dans tout ça crée une incohérence, puisque dans sa prison au Yémen, en fait, il fait des choses qui sont pas cohérentes avec ce qu'on lui dit sur Kanyaloutis, etc. On comprend pas forcément. Et je me dis, c'est quand même dommage, parce que je pense qu'ils avaient moyen de faire mieux que ce qu'ils ont fait, surtout sur la partie du méchant, c'est-à-dire qu'il fallait choisir quelqu'un d'autre, et peut-être même, pourquoi pas, enfin, selon moi, ne pas faire en sorte que le mari de Sarah Tancredi soit le grand méchant de l'histoire. Pour moi, par exemple, ce qui aurait pu être intéressant, il y avait deux agents, il y avait une blonde et un brun, je me souviens plus de leur de prénom, et le brun a fini avec un problème à la gorge. Ce qui aurait été quand même assez intéressant, c'est que ce soit lui Poséidon. Et ça aurait été un scénario à tiroir. Parce qu'à un moment, par exemple, c'était ma grande théorie, c'est qu'il arrive, il demande à la femme oh, mais Poséidon, t'as vu ce qu'il nous fait faire nanana. Et là, elle lui répond tac au tac, elle lui dit non, il faut faire comme ça, comme les ordres disent. Et ce qui aurait été intéressant, c'est que Poséidon, justement, lui dise tu as été un très bon agent, mais ce qui est important pour être un agent de Poséidon, c'est de pouvoir improviser dans toutes circonstances. Et c'est pour ça que ça aurait pu être intéressant. Enfin, bon, ça n'a pas du tout été le cas, je vous le dis tout de suite, hein, ma théorie est tombée complètement à l'eau, de minute en minute, de seconde en seconde, jusqu'à qu'on apprenne que le grand méchant était le mari de Sarah. Et en fait, ce qui s'est provoqué, c'est qu'en fait, on est arrivé à la fin du scénario où on s'est dit, eh ben, tout ça pour ça. Par exemple, la fin, ils se retrouvent dans un parc, et puis ils se mettent à manger, etc. Et donc, bah là, on va terminer la vidéo comme ça, il annonce une suite, enfin, il voudrait faire une suite. Tu fais une suite à ça, toi? Alors, je comprends. C'est le gars de la CIA là qui est arrivé et qui lui a dit oh ben je serais bien content que vous veniez travailler pour nous, etc. Et je pense que ça va finir, s'il y avait une nouvelle saison, un peu à la scénario à la Fast and Furious. C'est-à-dire que, pour ceux qui remarquent, Fast and Furious, à partir des derniers, en fait ils se mettent vraiment à travailler pour le gouvernement. On s'en rend de plus en plus compte. Ils travaillent pour le gouvernement et ils sont là pour les missions les plus dangereuses où il faut des gros conducteurs, etc. Et ben là ils auraient pu faire exactement pareil, avec par exemple pour créer des évasions, etc. Et être vraiment des agents de l'État, des agents de la CIA. Ça aurait été une bonne fin. Mais là, la fin, non, c'est oh bah non, moi je vais aller au jardin et puis je vais jouer avec mon fils, etc. Un peu dommage, et je pense que c'est ça qu'ils veulent faire dans la saison, s'ils font une saison suivante, ce qui n'est absolument pas signé. Je peux comprendre que les gens aient abandonné après l'épisode 1 tellement il n'avait aucun sens. Mon dieu, et s'ils savaient qu'à la fin tout ce qu'ils ont fait sur T-Bag, au secours. Bref, voilà, j'ai fini mon avis sur cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette saison en commentaire. Maintenant que je l'ai vu, vous pouvez spoiler, il n'y a pas de souci. Dites-moi en commentaire aussi ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir dans une saison 6 et si vous pensez qu'il va y en avoir une. Parce que pour l'instant, je crois que les audiences aux États-Unis étaient catastrophiques, donc étaient moyennes. En France, elles ont été bonnes, sans être excellentes, elles ont été bonnes. Aux États-Unis, elles étaient très moyennes, donc je suis pas sûr qu'on aura une suite. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, tout de même. Malgré que j'ai quand même déversé ma haine sur cette série. Et surtout, c'est des choses qui gâchent l'œuvre intégrale. Et ça, j'en démords pas. On ne touche pas à l'œuvre en général. C'est très important la cohérence. Quand je regarde, il y a des comics derrière moi. La cohérence, c'est important. On essaye d'avoir de la cohérence. Et quand il n'y en a plus de la cohérence, ça s'effondre. Et
N'hésitez pas aussi à vous abonner sur la chaîne, puisque j'essaie de faire une vidéo par semaine sur différents sujets, et aujourd'hui donc c'était une vidéo sur les séries. Je vais essayer d'en faire plus, j'aimerais faire un bilan aussi de toutes les séries que j'ai vues cette année, parce qu'il y a beaucoup de séries dont j'ai envie de parler rapidement, mais de vous faire un petit bilan, parce qu'il y a des séries que j'attends beaucoup de choses l'an prochain, et j'aimerais en parler. Et on se retrouvera donc nous très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo si vous avez aimé le contenu. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la série. Et mettez pas un pouce rouge si vous n'avez pas aimé, parce que sinon ce serait débile. Mais sinon, parce que c'est le contenu que vous jugez et pas la série en elle-même, parce que sinon c'est sûr qu'il y aurait beaucoup de gens qui pourraient mettre des pouces rouges et je les comprendrais. Mais pour être plus sincère, vraiment, j'ai qu'une seule hâte, c'est que vraiment vous m'expliquiez en bas en commentaire ce que vous pensez de cette série. Qu'on puisse en discuter ensemble parce que j'ai tellement eu d'attentes sur cette série et j'ai tellement été déçu que bah, j'ai qu'une seule hâte, c'est que vous m'expliquiez ce que vous en avez pensé. Parce que j'ai vu que en France, la critique a plutôt aimé la série, qu'ils ont trouvé ça plutôt intéressant. Et je me dis, ça doit être sûrement pas des vrais fans, parce que les vrais fans ont vu les incohérences. Et quand il y a des incohérences, c'est fatal. Et donc nous on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Pour normalement la semaine prochaine, comme d'habitude. À bientôt.